La vidéo que tout l'univers attendait arrive enfin. On va débriefer les candidats des reliques du destin et d'abord analyser globalement la situation. Alors, je vais mettre en avant plusieurs points. D'abord, Jade, elle a voulu protéger absolument Hugo au détriment de Paul. C'était son discours qu'elle a eu quand elle discutait avec Ulrich pour aller aux ambassadeurs. Petit rappel du coup sur le paradoxe de koh. Faire des stratégies, c'est se faire des amis et des adversaires. C'est contre-intuitif, mais c'est plus sécurisant de ne pas faire de stratégie. En fait, c'est le cas ici parce que le discours stratège de Paul a irrité Cynthia, Jade, Hugo et Guillaume. Toujours pareil, si on est le seul non-stratège dans une saison de stratège, on est dans la merde. Le parallèle étant, si on est stratège dans une saison de non-stratège, on est dans la merde. Situation de Paul, désormais. Cela dit, ce sont les stratèges qui ont raison, entre guillemets, puisque si on rejouait la saison plein de fois, ce sont les non-stratèges qui, petit à petit, le deviendraient, étant donné qu'Orange, à chaque fois que je dis Orange, pour ceux qui ne connaissent pas la spirale dynamique, entendez stratégie pour faire vulgairement, c'est chronologiquement après bleu, donc qui dit bleu, entendez suivre une règle de mérite ou d'honnêteté. Ah d'accord, ça paye pas d'être honnête? Bah ok, alors cette fois je vais essayer d'être malin. On passe de bleu à orange. Puis quand orange saoule à son tour, on passe à vert, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de jeu compétitif, on s'inscrit plus à koh, on passe à autre chose. Deuxième point, chez les rouges, on avait une unité globale plus forte. C'est pour ça, entre autres, que c'est un jaune qui attendait, qui est parti aux ambassadeurs. Maintenant, il y a Cindy, facteur X, qui hésite à changer de camp, on va en parler. Dans le détail, je pense que les liens les plus soudés, malgré le fait que l'unité était plus forte chez les rouges, les liens les plus soudés sont chez les jaunes. On a un binôme très fort, Guillaume-Hugo, qui semble vraiment très connecté. Et on a les filles jaunes, étant donné leur situation précaire et marginalisée chez les jaunes, ça soude énormément, comme un phénomène de seul contre tous. Mais voilà, on est encore là. C'était un peu le même délire qu'une Claire et Johanna, hein, qui étaient très soudées comme pas possible, parce que c'était les deux dernières de leur équipe et qu'elles étaient ensemble depuis le début. Voilà. Donc, ensuite, il y a des nouvelles affinités qui devraient voir le jour, à la réunification, bien sûr. J'imagine une aventure pas du tout linéaire. Ça risque de partir comme chaque année dans tous les sens, à notre grand plaisir. Un éliminé rouge, puis jaune, puis rouge, puis voilà, ça peut très bien faire ça. Déjà parce qu'il y a 7-7, donc même si personne ne bouge, ne change de camp, au conseil d'après, il y aura toujours 7-7 grâce au vote noir, et probablement des bulletins de pénalité. On n'oubliera pas aussi qu'il y aura sûrement des colliers, peut-être encore des poteries. Alors, très difficile à ce stade du coup de dire comment ça va se passer. Moi, mon sentiment, ce sera qu'il y aura une première phase de 2-3 épisodes de transition où les stratégies de couleur demeurent. C'est souvent ça qu'on voit, hein, au début de la réunification. Avec ou sans trahison, remarque. Mais même s'il y a une trahison, ça facilitera surtout l'arrivée de la seconde phase qui risque d'être pour moi l'alliance des promérites. Si les caractères s'enclenchent bien, on peut avoir un Johan plus Caroline plus Daniel qui vont se retrouver en termes de valeur avec un Guillaume plus Hugo. Dans ce scénario-là, les Paul et Ulrich stratégiques vont vite gicler. Après, ce sera en fonction des affinités, des leaders. Par exemple, qui voudra protéger Johan? Peut-être une Clarisse. On n'oublie pas bien sûr qu'il y aura des épreuves éliminatoires dont Cindy, Jade, Cynthia, Hugo ou Zacharia peuvent faire les frais. Je sais pas du tout ce que va faire Antonin là-dedans. En vrai, il est quand même perspicace et sociable, faut pas le sous-estimer pour moi. Et même Lola, autre candidate pour laquelle j'ai pas vraiment d'avis. Si on mélange tout ce qu'il faut pour gagner, je me dis quand même qu'un Daniel ou qu'une Caroline sont en pole position. Alors je vais prendre les candidats un par un et je vais estimer leurs chances de victoire. Juste avant, j'avais envie de faire un point sur le lien entre la stratégie et les sous-types. Alors, de manière assez simpliste, il y a 3 sous-types. Il existe 3 sous-types dans la personnalité des gens. Il y a le sous-type conservation ou survie, le sous-type social, le sous-type sexuel. Donc il y en a 3. Et chaque personnalité, on a au moins un des 3 instincts blessés, une dominante là-dedans.
Quand on est de sous-type survie, ça donne une énergie défensive. Quand on est de sous-type social, ça donne une énergie ouverte. C'est le sous-type clairement le moins compétitif et le moins attiré par la stratégie. Normal, le pilier du vivre ensemble, c'est les respects des lois, du règlement, des conventions et normes. Donc pas de vision d'intérêt personnel à filouter à droite à gauche, mais plutôt une volonté d'être éthiquement propre. Et enfin, le sous-type sexuel, ça donne une énergie agressive plutôt intense. Donc, côté stratégie, on devrait retrouver un goût pour la défensive chez les sous-types survie, un goût pour l'attaque chez les sexuels et un contournement de la stratégie chez le sous-type social, ou alors, basiquement, ça va être mon équipe, la stratégie de mon équipe contre les autres. Là où les deux autres sous-types sont clairement plus individualistes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour que vous puissiez un peu comprendre, ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, sur ce que je vais dire ensuite, on prend les candidats en commençant par Paul. Pas en odeur de sainteté de ce qu'on sait après la réunion des ambassadeurs. Estimation de ses chances de gagner koh 0%. Quand on est mal aimé à ce stade de l'aventure, c'est très très mal barré. Il faudrait qu'il se calme stratégiquement jusqu'à la fin, mais ça me paraît impossible, hein. Personne n'est stratège au début et se calme à la réunification alors que c'est le moment où ça se justifie le plus de l'être. Non, c'est du jamais vu. Donc je pense que Paul ne va pas freiner et risque de continuer à alterner les discours flatteurs envers A, B, C et tutti quanti, puis du coup être une cible qui fait consensus. En gros, chercher à se mettre tout le monde dans la poche, c'est arriver à se mettre personne dans la poche. En tout cas, il prend les choses en main. J'ai tendance à penser qu'il est de ce type sexuel de par son côté charmeur et son discours variable. Le fait de changer de discours, ça ressemble bien à une volonté de cibler l'attente de l'autre et lui dire ce qu'il veut entendre. Énéagrammiquement parlant, j'ai besoin d'aide pour Paul. Je dirais qu'on est sur un 3 sexuel, mais j'hésite avec le 7. Quand il dit est-ce que vous avez une âme de capitaine? Question de Denis. Pas du tout. J'essaye de manager déjà mes enfants, moi, de ma vie. C'est plutôt une réponse de 7 qui fuit la responsabilité. Bon, après, ça peut être tout simplement la conscience qu'il est quelqu'un de perso. Je suis quelqu'un d'hyper sociable. Ma force dans koh ça va être ce petit côté charmeur. On ça d'accord, ça fait bien 3, mais dans le fond, ça peut très bien être 7 aussi. À l'épisode 3, on apprend au tout début d'épisode que Paul a fait le forcing pour que Nora vote Clémence, qui était pourtant proche. Nora ne voulait pas, elle l'a quand même fait, elle est passée pour une traître. Donc Paul, il aime jouer et influencer les votes. Épisode 7, Guillaume avoue que dès la première seconde où Paul m'a choisi dans l'équipe, j'ai vu dans ses yeux, je vais t'utiliser pour moi aller loin. On est vraiment des pions et c'est lui le joueur principal. On a un Ulrich et un Paul qui sont systématiquement dans la stratégie, l'over-stratégie. Les filles Lola et Jade ont acquiescé le fait que Paul agisse et tienne un discours permanent par intérêt. Alors en tant que tel, c'est du orange, tout ça. Cela dit, l'énéatype 7 peut se comporter comme ceci pour s'amuser au sein du jeu. Alors il y a malgré tout un amusement qui atténue normalement ce sentiment d'être utilisé, puisque le 7, c'est un coup il imagine ceci, t'es dedans, un coup il imagine une autre stratégie, t'es pas dedans, un coup il imagine un truc qui est pas du tout réalisable. Donc on peut sentir qu'il veut la jouer perso, mais en sentant une forme d'innocence comme une mentalité de gosse finalement. Alors que l'énéatype 3 a une démarche plus concrète, donc ça donne un sentiment malsain d'utilisation plus prégnant, je pense. À l'épisode 7, le dernier en date, aujourd'hui, je suis un adulte entre guillemets responsable. On le voit pas travailler dans son portrait, soit il joue avec ses gosses, soit il fait du sport. Et en plus, ensuite, il dit ceci: je suis quelqu'un d'assez speed, si je ne fais pas mon sport, je ne me sens pas canalisé. Je fais beaucoup de compétitions, j'aime pas arriver dernier. Donc la hiérarchie des centres, elle n'est pas claire, hein. À voir pour moi les différences 3-7, c'est n'aime pas prendre des risques, vs peut aimer prendre des risques et surtout le kiffer mentalement. Quelqu'un de pragmatique contre quelqu'un d'idéaliste, quelqu'un qui veut avant tout gagner contre quelqu'un qui veut avant tout s'amuser. Vous avez sûrement votre avis aussi, dites-moi dans les commentaires. Paul veut gagner ou veut s'amuser? Clarisse, que j'aime beaucoup, elle est pas si mal placée dans cette réunification, dans l'entre-deux, car elle n'a pas l'image de la plus faible ni de la plus forte, malgré le fait qu'elle ait gagné la toute première épreuve.
Elle paraît innocente, un peu inoffensive, stratégiquement, alors que je la trouve perspicace. C'est-à-dire qu'elle a un centre mental de qualité. Vous voyez, ça c'est pas corrélé avec le type énéagramme. On peut être quelqu'un d'intelligent, mais qui préfère pas le centre mental. Par contre, je pense pas que ce soit elle qui va prendre les choses en main. Et d'ailleurs, ça a été une leader plus symbolique qu'autre chose chez les Rouges. Donc plus sur la défensive. Moi, ce serait une sous-type conservation, je pense. Estimation de ses chances, 7%, soit un pourcentage mathématique équitable, puisque pour info, 100 divisé par 14, ça fait 7, 7%. Donc le souci pour Clarisse, c'est ni le social, ni les épreuves, ni la stratégie pour moi. Ce sera plus l'épreuve d'orientation. Je la verrais bien se faire éliminer à l'orientation, puisque je pense que Clarisse, c'est une Énéa type 9. Je ne suis pas sûr de moi à 100%. Elle a des allures de 7 de par son émerveillement permanent. Alors on va regarder ça en détail. À l'épisode 1, je les ai toujours vues en compète. Elle parle de ses deux mères. Donc je me suis automatiquement mis dans le truc. Ça c'est plus 9 qu'autre chose. Le 9 absorbe. Ok, faut aimer la compétition. Bah je fais de la compétition. J'ai des problèmes de concentration. Elle nous dit ça. Donc ok, ça fait penser au 7 bien sûr. Mais dans le fond, le 9, pourquoi pas aussi, ça se défend. Si je parle à Paul et que je lui dis mes stratégies, il va me piquer mes aventuriers et me contrer. Donc là, elle est lucide sur des stratégies basiques, comme quand elle dit aussi à l'épisode 2, je veux être proche de mes amis et encore plus proche de mes ennemis. C'est bien, encore une fois, elle est plutôt perspicace. Daniel, lui, je l'aime bien. Lui. Je pense qu'on va construire un camp de fous là. Ce soir, on va manger, assis sur notre banc, comme des rois. Faut avoir de l'imagination, mais ce kit de bricolage, il est génial. On peut faire tout avec. Elle a une émotivité nette, donc elle ne réprime pas le centre émotionnel. On voit qu'elle l'imagine et forcément le fait d'être dans l'émerveillement permanent, ça pointe vers le type 7 qui biaise la réalité pour la rendre plus belle. Oui, mais voilà, l'épisode qui m'intéresse le plus arrive, c'est la fin de l'épisode 3, quand elle parle à Karine. Vous ne pouvez pas compter sur moi à 100% quoi. Je sais pas, ils m'ont fait douter, ils me disent des trucs, bon, dans cette scène, il y a énormément de je ne sais pas qui sortent de sa bouche. D'ailleurs, ensuite, en facecam, elle dit je sais pas pourquoi je l'ai dit à Karine. Stratégiquement, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire, mais juste j'ai un cœur quand même. Elle est lucide et perspicace. Bon, ça rejoint les phrases d'au-dessus où elle fait des constats clairs sur la stratégie. Au conseil, surtout, elle embraye sur pour moi, koh c'est un jeu et changer de stratégie, c'est déjà dur pour moi. Et j'ai pas eu le temps de le dire à Cindy encore. Elle a été vexée pour ça et je suis vraiment désolé. Je la comprends bien sûr parce qu'on s'entendait super bien et tout. En gros, elle a le swing vote sur cet épisode et elle n'apprécie pas la situation. Elle a l'impression de trahir dans tous les cas et c'est une position conséquente à une dynamique de placement central au sein de l'équipe qui est assez classique chez l'Enia Type 9. On a souvent des swing votes chez d'autres électrons libres, généralement des 4 et des 7, qu'on peut décliner du coup en deux sous-ensembles en fait, ce qu'on appelle des électrons libres. Il y a ceux qui sont alliés à tout le monde, souvent les Énéas type 9 par neutralité, les Énéas type 7 par over-alliance. Il y a ceux qui sont alliés à personne, généralement des Énéas type 4, qui veulent mener leur barque un peu tout seuls. Clarisse, de par son positionnement affinitaire avec tous, son inconfort de la situation d'avoir le swing vote et la réponse citée ci-dessus à Cindy au conseil, ça ressemble tout ça quand même bien à un Enya type 9. On continue à l'épisode 6. Il y a une défaite à l'épreuve de confort. Cette défaite, ils disent tous que c'est normal, c'est ok, on accepte. Mais moi, j'aime pas perdre, moi. Donc ça m'énerve, perso. Je crois que là, bon, ça dénote plus une faiblesse mentale de ne pas réussir à rebondir moralement après l'échec, de rester dans la frustration. Ça me conforte dans l'idée que Clarisse est dans le triangle. C'est une 9 mu avec des mouvements évidents de désintégration en 3. Ce sont les 9 qui narcotisent dans la compétition la victoire, qui aiment gagner pour se sentir tranquille. Moi, je vois Clarisse comme ça pour l'instant. Je me suis même demandé si elle ne pouvait pas être une 3 de base, mais aucune vanité en vue. Bon, vous avez sûrement aussi votre avis sur Clarisse. Quel type elle est pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Les différents 7-9 à vérifier, mental versus instinctif, puisque l'émotionnel est là, il y en a forcément une de ces deux logiques qui prédomine fortement sur l'autre. Et le sentiment de frustration et d'ennui versus le pas de problème. C'est pour ça que le côté émerveillé, ça se rapproche du 7, mais ça dépend du dosage en fait, ou plutôt de son alternance. Si cet état ne s'estompe jamais, alors l'argument
bascule et devient nettement en faveur du type 9, pour qui tout va bien. En revanche, si Clarisse montrait des exemples par-ci par-là de « Ah mais ça me saoule », alors ok, ce serait une Enya type 7. C'est exactement ce qu'on a pour Zach, sans ambiguïté, Zacharia, dont on verra un peu plus tard, et que je retrouve assez peu chez Clarisse. Il y a juste l'exemple juste avant où elle est un peu dégoûtée d'avoir perdu et elle reste dans la frustration. Mais encore une fois, c'est lié à la victoire, donc ça peut s'expliquer différemment. J'aimerais bien d'autres frustrations, d'autres exemples de frustration. Daniel, estimation de ses chances, 15%. Peut-être va-t-il être une cible des jaunes en tout début de réunif. Sinon, il peut aller loin et aura la mentalité et le gabarit pour performer sur les épreuves de la finale, l'orientation poteau, ainsi que le niveau de jeu et le social pour attirer les votes. Je ne le vois pas dégrader son image en utilisant des stratégies, tape à l'œil. Il s'intéresse au savoir-faire, le feu, la construction. On est clairement sur un sous-type conservation. Épisode 1, je viens pour révolutionner koh Lanta. Je suis capable de faire du feu. J'ai un caractère de guerrier, plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe. À mon âge, j'arrive encore à aller chercher des petits jeunes. Je suis un leader naturel. Effectivement, il fait le feu, le J1 sans avoir dormi du tout, dit-il, pour appuyer le succès. Donc c'est de la vanité ici. Autre exemple facile, épisode 2. Quand je suis arrivé il y a 7-8 ans à Bordeaux, j'ai récupéré un espace sur un lac où il y avait strictement rien. J'ai installé un trampoline et blablabla, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez l'idée, le gars défend son identité. C'est un aîné à type 3. Attention pour la suite à l'autoglorification. Stratégiquement, vu qu'il est de sous-type conservation, ça devrait aller pour lui. Je pense qu'il va rester sur la défensive. En tout cas, des bonnes chances de gagner parce que gros profil de gagnant pour Daniel. Lola, estimation de ses chances, j'ai mis 10%. J'ai pas vraiment d'avis sur Lola. Je saurais même pas dire son sous-type d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'elle va devenir d'ailleurs. On va rester théorique du coup. Ça semble être une aînée à type 4. Si on prend son portrait, j'ai pas de problème à exprimer ce que je ressens. J'aime beaucoup vivre avec mes émotions. Donc tout ce que je vais dire, c'est attention au manque de continuité stratégique. Attention à la victimisation qui peut être un problème social aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a très peu vu finalement. C'est une des candidates pour lesquelles j'ai le moins noté de choses. C'est parce qu'on l'a très peu vu. Et qu'en général, les candidats qu'on a très peu vus à la réunification, c'est plutôt bon signe pour eux. Voilà, ils auront de la visibilité plus tard. Donc à voir. Caroline, allez, 16% de gagner koh Lanta. C'est pour moi celle à qui j'ai mis le pourcentage le plus élevé. C'est une fille bien centrée dans l'Alliance Rouge, qui n'est pourtant pas un leader du groupe. Elle a la qualité d'être honnête, donc elle ne se brûlera pas les ailes avec la stratégie. En bref, une très bonne première partie d'aventure. Elle s'est créée un bon profil de gagnant. Je vois pas d'ombre au tableau, donc je lui accorde fatalement, en toute logique, pas mal de chances de l'emporter. Niveau sous-type, elle n'est pas sexuelle, donc c'est soit conservation, soit sociale. Le bleu trop présent m'empêche de faire le tri. J'aime être au contact des autres et de pouvoir leur apporter mon aide. Se sentir utile est une plus-value. Je suis une fille très gentille, très honnête. Je déteste l'injustice. Je manque de confiance en moi. J'ai toujours peur que les gens me jugent. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. Et à l'épisode 3, il dit « Si jamais on arrive à la réunification, on a envie d'affronter les plus forts, envie de gagner des victoires individuelles qui soient belles parce qu'on s'est battu. » Bref, hésitation 2, 6. Les différences de 6 principales, c'est valorisation de soi versus dévalorisation de soi. Et face aux autres, le 2 est avenant, alors que le 6 est plutôt méfiant, dans un premier temps bien sûr. Personnellement, je pense que c'est une 6, déjà par la forte présence de bleu, et ensuite par ceci, c'était après la victoire dans l'épreuve d'apnée, elle a fait gagner son équipe à l'épisode 2. Je me suis dit que pour les sauveteurs en mer, je n'avais pas le droit d'échouer. Elle semble trouver sa motivation dans un rapport à un groupe, ce qu'on appelle un groupe dans l'énéagramme pour le type 6, c'est un rattachement à quelque chose, en l'occurrence, tous les gens de son métier. Elle met en avant les autres quand Denis lui pose des questions, donc bon, c'est une 2 qui fait preuve de fausse humilité, voire qui est plutôt bien intégrée, soit c'est une 6 tout simplement, comme je le pense. Donc à voir par la suite si des exemples de peur et de suspicion apparaissent, car il est vrai que j'en manque un peu. Zach et ses pectoraux.
4% de chances de gagner koh. Il s'en sort bien car il a été dans des discussions d'éliminés jusque-là, avant la réunification. Il a ses chances, sans plus, hein, c'est pas le favori. Son profil de gagnant va varier en fonction de ses performances sur les épreuves. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner. S'il reste dans le rôle du pitre de service, ça va juste donner un profil d'aventurier amateur, inoffensif, qui récoltera pas les voix, hein, sauf dynamique d'alliance ravagée par je ne sais quelle circonstance, avec un effet survivant seul contre tous, qui maintiendrait un jury final de son côté. Alors, autre problème, comme pour tous les Ennead type 7, ce sera l'épreuve d'orientation. Bon, pour l'instant, lui, il n'a pas été on n'en est pas encore là. Pour l'instant, lui, il n'a pas été stratège malgré son type 7. Bon, ça n'a pas l'air d'être son truc, hein, ça va pas plus loin que ça. Ce que je vais mettre en avant pour illustrer l'Ennead type 7, qui est quand même assez évident, c'est qu'il est facilement fasciné. Épisode 1, il va pêcher avec Guillaume. Si tu chopes quelque chose, t'es mon héros. Il lui dit ça. À l'épisode 2, Daniel, c'est vraiment une rencontre incroyable. Épisode 2, à Caroline. À Caroline aussi, personne n'a fait ce que tu as fait sur les 2 épreuves, tu vois. Non, mais c'est monstrueux. Voilà, c'est sa manière de transmettre de la positivité, de souligner ce qui est génial chez l'autre. Après, il transforme la vie en conte humoristique. Mes mains, elles ont tellement pas l'habitude d'être des mains de travailleurs que j'ai fait 2-3 coups de machette, j'ai des ampoules qui sont sorties. À l'épisode 4, il perd l'épreuve de confort et dit en souriant: en plus, j'aime vraiment bien les cookies. Quand il les a posés sur la table, j'avais le goût dans la bouche là. Non, franchement, c'était terrible. Donc il avoue frustration, mais à cause de sa compulsion, ça se transforme en récit qui fait sourire. La compulsion du 7, c'est d'éviter à tout prix la souffrance. Un peu après, on a Clarisse qui trouve et qui veut manger des feuilles de verveine sauvage. Elles sont juste dégueulasses. Oh, fous-moi la paix avec tes feuilles. La comparaison, elle fait mal. Quand tu sais que les rouges, on mange des feuilles et que les jaunes mangent du riz, ça fait mal à l'ego. Ça me fait surtout peur pour les épreuves. Il est exigeant en matière de bonheur. Pas de feuilles de verveine, c'est pas bon. Et plus le lien à la fin avec la peur, l'émotion vive créée par la préférence pour le sentimental. Et d'ailleurs, du coup, ça me refait penser à Clarisse, qui fait nettement moins de chichi. Voilà, c'est exactement ça qui manque en fait pour Clarisse, ce genre d'exemple-là où on a, voilà, par exemple, Zacharia qui dit elles sont juste dégueulasses, j'en veux pas de tes feuilles, voilà. Bon, en tout cas pour Zacharia, attention à l'image d'immaturité s'il augmente trop la dose de comique. Johan, allez, estimation de ses chances, 8%. Impeccable. Jusque-là, il mixe plein de qualités, l'expérience, il a 36 ans, beaucoup de mental, c'est-à-dire une approche très saine de la compétition et de l'adversité, un charisme de leadership, il joue à fond le jeu de la survie, il est perspicace dans ses observations et planifications, tout en n'ayant aucune fourberie car aime le respect de principes, un esprit d'équipe largement développé, social très qualitatif, qui amène des qualités de persuasion tout en détente, hein, comme avec l'influence qu'il a eue sur Clarisse pour l'élimination de Karine. Le seul hic, à mon sens, je trouve que ses performances en épreuve ont été jusque-là moyennes, presque je dirais moyennes inférieures, même si je présume qu'il est à l'origine de pas mal de stratégies efficaces de son équipe. Alors pour lui, pour le coup, c'est très facile de voir qu'on est en présence d'un sous-type social. Il prend à cœur son rôle au sein de l'équipe. J'ai naturellement pensé à l'Ennead type 2 pour Johan, hein, dès le début. Très léger doute à un moment avec l'Ennead type 1, cependant trop fort socialement pour être un Ennead type 1. J'aime essayer, j'aime faire des plans. Les filles, elles font des tâches qui sont tout aussi importantes. On voit qu'il aime valoriser les autres. Il explique à l'épisode 4 à son équipe comment réagir face aux provocations d'Ulrich. Faut pas que ce soit un stress, faut s'en nourrir. C'est là d'ailleurs que j'avais légèrement songé à l'Ennead type 1. Un peu plus tard, ce que je veux pas, c'est surjouer et écraser les gens. koh, c'est un truc d'équipe. Donc il répond à Daniel. C'est un moment où, après la défaite du puzzle aquatique, là, même Denis pointe du doigt la mise en retrait de Johan, a priori louche, parce que c'est le leader de l'équipe, alors que c'est justement une épreuve où il aurait pu briller. On apprendra qu'Antonin s'estimait en mesure d'endosser le rôle du héros. Ça ressemble extrêmement à une dynamique classique des néatypes 2 et 3, où le 3 réclame et le 2 va donner son accord pour laisser le 3 briller dans la lumière. Peut-être bien ici un exemple de compulsion
de l'énéatype 2, éviter de reconnaître son besoin, somme toute assez normal dans le jeu qui peut être de montrer explicitement ses qualités. J'ai peut-être eu le sentiment de trop me mettre en retrait. Maintenant, ce qui est fait, on tâchera juste de ne pas faire pareil la prochaine fois. En tout cas, il a du mental, encore une fois, ça c'est une bonne réponse, réaction impeccable. Pas de problématique autour du reproche contre lui-même, comme les énéatypes 1. Épisode 6. Moi, je suis pas du genre à rester dans un sentiment de tristesse. Il aime la positivité, c'est souvent le cas des énéatypes 2. Une petite huître, et puis ça repart pour rechercher des coquillages pour les copains. Il veut apporter à l'équipe. Épisode 7. Je suis un têtu bienveillant et bon vivant. Je suis posé tout en étant hyperactif. Effectivement, sur ce qu'on a vu en 7 épisodes, c'est une belle description qui trahit un niveau d'intégration correct avec des centres plutôt équilibrés. Moi, j'étais pas venu dans Koh-Lanta pour faire beaucoup de stratégie, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais là, la conjoncture, ça donne plein d'options. Raison de plus pour penser que c'est un 2 et non un 1, car ce n'est pas du tout un anti-stratège. Attention donc pour la suite d'aventure à la condescendance, c'est le problème social typique de l'énéatype 2. Si jamais, imaginez que, par exemple, la Cindy, Johan commence à dire après tout ce qu'on a fait pour toi, les rouges, tu nous fais ça. Voilà, ce genre de phrase en fait qui fait ressortir l'orgueil, bah, ça dégradera sa très bonne image. Ulrich, estimation de ses chances de gagner Koh-Lanta. Ulrich est à, selon moi, 0%. Drawing Dead. Victoire impossible, même s'il se faufile entre les gouttes, je ne pense pas qu'il attirera vers lui les votes du jury final. Il est, selon moi, de ce type sexuel, assez agressif et centré sur les personnes. Il va avoir des cibles. Voilà, ça n'a échappé à personne qu'il est piquant. D'abord envers Clémence, ensuite on a eu envers Hugo, envers les Rouges de manière générale, et dernièrement envers Antonin. À l'épisode 2, il parle à Clémence. Toi, t'as rien prouvé, toi, c'est ça le problème. Moi, je veux juste des gens combatifs. Si on perd, je m'en fous. Si elle le prend mal, elle peut aller voir son psychologue ou un chat, c'est pas mon problème. Je suis pas trop l'école Montessori, je préfère dire les choses clairement, comme ça au moins c'est simple, et c'est dit. L'abandon, je comprends pas. C'est un 8, cru, direct et brutal. Il déteste la faiblesse, en l'occurrence de Clémence, immensément faible à ses yeux d'avoir perdu l'épreuve d'apnée aussi rapidement. Il fonctionne par provocation et par sanction. À l'épisode 3, tout début, il nous dit il y a une espèce de Judas dans le groupe là, en la personne de Nora. Quand on a des amis comme Nora, on n'a pas besoin d'ennemis. Il est marqué par les trahisons, même si là, c'est pas lui qui l'a subi. Pour moi, les épreuves de Koh-Lanta, ça va glisser. Koh-Lanta, c'est pas fait pour les faibles. J'ai attendu 40 ans pour faire un travail que j'aime bien et maintenant je compte pas le lâcher. Un vrai bon portrait de 8 à L7. À l'épisode 5, il veut sanctionner Hugo, qu'il estime mauvais en épreuve. Franchement, Hugo, ça fait déjà quelques temps qu'il est sur ma liste. Je mettrai son nom par plaisir, mais aussi par nécessité, parce qu'il nous fait perdre des épreuves plus qu'autre chose. Il faut qu'il paye pour toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Il fonctionne par sanction, chercher à créer une justice autour du thème de la force, donc du mérite sportif, ici. À l'épisode 6, on reconnaît l'humour du 8 qui tacle pendant qu'il mange la récompense du confort. Joe, il n'a pas couru, mais il a bien mangé. Hein. Enfin, pour un 8, ça marche dans les deux sens. Hein. Autant il méprise les faibles, autant il respecte les forts. Guillaume, il fait partie du top 3 des meilleurs aventuriers de tout Koh-Lanta confondu. Il est incroyable sur le camp, sur les épreuves. Quand on montre notre puissance, on gagne en légitimité aux yeux d'un énéatype 8. Si on fait, mettons, des duels victorieux contre des 8, il sera plus sujet à nous féliciter qu'à nous descendre. Donc voilà, Ulrich, de toute façon, attention à plein de choses, mais comme il est Drawing Dead, on s'en fout un peu. Donc maintenant, Antonin, estimation de ses chances, je dirais 11%. Et ouais, pourquoi pas. En équipe, il avait ce problème de mise en avant alors que la compétence ne suivait pas. En individuel, il aura plus ce problème-là. Socialement, il n'y a pas trop de vanité verbale directement. Il est clairement plus dans la volonté de se construire un palmarès pour que ses succès parlent pour lui. D'où une surestimation de ses capacités. Il prend les responsabilités qu'il voit comme des opportunités de remplir sa besace de belles victoires. Et c'est marrant parce que, vous voyez, ces surestimations, j'avais pas imaginé ça comme ça à l'époque où j'avais fait là ce tableau qui décrit, vous savez, les problèmes de chaque type, le problème social et stratégique. Le souci social de l'énéatype 3, c'est l'autoglorification.
Et en fait, la surestimation de ses capacités, dont fait preuve Antonin, eh bien, c'est une autoglorification prématurée, comme si c'était avant de réaliser la performance qu'il s'en vantait déjà. Donc voilà, on a 3 exemples de ça. À l'épisode 2, à l'épreuve d'immunité, il va prendre le rôle déterminant avec Caroline, c'est gagné. Épisode 4, à l'immunité encore, mais c'était en puzzle aquatique, cette fois c'est perdu, assez lamentablement, il faut bien le dire. Et à l'épisode 6, c'était l'épreuve de confort avec les sacs à porter, pareil, c'est perdu. C'est un 3 conservation, Antonin, donc je me décrirais comme quelqu'un de sociable, à l'aise et souriant avec tout le monde. À l'épisode 3, on sent bien son centre émotionnel, c'est quelqu'un qui a les larmes aux yeux après la défaite de l'épreuve d'immunité. Et toujours sur cet épisode, très intéressant, l'épisode 3, c'est la compulsion. La compulsion du type d'éviter à tout prix les échecs apparaît très distinctement dans sa manière de penser. Il va avoir l'idée de voter Cindy à cause du collier de Lionel qui, peut-être, risque-t-il de le passer à Karine. Donc voter Karine, voilà, ça peut être dangereux. Voter Lionel, bah, ça peut être dangereux aussi, il a son collier, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il le garde, est-ce qu'il le donne à Karine? Il a donc l'idée de voter Cindy. Et en plus, on sortira Lionel avant Karine. Faut bien qu'on montre qu'on ne garde pas que les mecs. Si on fait ça, on gagne à 100%. C'est pas bête du tout ça, d'autant plus qu'il pense même directement au conseil d'après, et il inclut ça dans sa stratégie présente. Notons surtout, ce que je voulais dire, qu'il envisage le vote contre Cindy de manière à sécuriser totalement la situation. Aucun échec possible avec cette stratégie, puisque Lionel ne passera jamais son collier à Cindy. Le 3 aura toujours cette tentation égotique de réduire le risque au maximum, et encore plus quand il est de sous-type conservation. Alors moi j'aime bien Antonin, perso, il fait partie de mes 3 candidats favoris. Voilà, j'aimerais bien qu'il aille loin. Donc pour la suite du jeu, attention à la fuite du risque stratégique, car avec certaines situations serrées, il y aura potentiellement des choix à tenter qui apporteront un peu de danger sur le court terme pour se rendre une suite d'aventures plus confortable. Jade maintenant, 3%. Alors Jade, c'est pas beaucoup, 3%. Je pense qu'elle a une énergie agressive qui trahit un sous-type sexuel. Elle peut mener sa barque au milieu de la tempête. Elle embarquera sûrement dans son sillage une Cynthia. Au moins une Cynthia, peut-être même Lola, vu que de toute façon je ne sais pas quoi penser de Lola. Faudra qu'elle gagne des épreuves par contre pour rattraper un peu la première partie d'aventure où il y a plein d'autres aventuriers qui se sont constitués un profil de gagnant. Il y en a pas mal dans cette saison. Voilà, elle peut marquer le pas avec notamment des grosses stratégies surprenantes, de trahison peut-être, on verra. Et en tout cas, niveau personnalité, je pense que c'est une Ennéa type 4. Alors déjà, elle a 2 sœurs jumelles. Vous allez me dire cool, et alors? Bah, des fois, je me demande jusqu'à quel point on n'est pas codé génétiquement pour avoir un destin semblable à notre Ennéa-type. À savoir que c'est quand même original d'être jumeaux ou des triplés, et que par conséquent, dans la vie intra-utérine, a priori là où se transmet l'énéatype de base, bah, ça augmente de beaucoup la probabilité d'être un énéatype 4. Alors bon, je dis ça, j'ai pas d'exemple personnellement dans ma vie, je connais pas de jumeaux, c'est juste, voilà, je me pose la question. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? À l'épisode 1, je ne sors jamais sans maquillage. Je veux dire, qui sort de chez soi sans se regarder dans le miroir? C'est assez explicite. À l'épisode 2, elle va pleurer à la défaite de l'épreuve d'immunité. Elle avait un rôle crucial, elle a fait perdre son équipe, entre autres. Enfin, en tout cas, elle est très émue. Passons ensuite directement à l'épisode 6, où elle commence à être complètement lassée de la stratégie des garçons et notamment de Paul. Ce soir, si j'écoutais juste mon envie de revanche, ce serait Paul. Parce que je lui fais pas confiance, donc j'ai envie de voter Paul. Mais je vais rester sur Jonathan pour l'équipe jaune. Donc, elle est émotive et déborde d'envie, notamment une envie de revanche, car elle se sent sur la touche. C'est assez véridique, pour le coup, on ne peut pas parler de perception décalée de l'ego, c'est pas coupé de la réalité. Par contre, ce qui concerne l'envie et l'idée de revanche, ça résonne clairement cadre sexuel. Rapidement, un cadre sexuel, en quelques points clés, qu'est-ce que c'est? Exprimer son insatisfaction par de la colère, avoir tellement d'envie qu'on a la haine des autres, avoir l'impression de ne pas être assez regardé et pris en considération, c'est un manque de respect. Et je veux, du coup, faire souffrir les autres et me venger. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'avais fait là ce tableau, je le remets, vous savez, ce tableau où on a les points faibles stratégiques et social, j'avais mis le mot victimisation pour le point faible social de l'Ennéa type 4, qui est peut-être
pas assez généraliste, trop axé sur le 4 de sous-type social. Bah, compliqué parfois de trouver un point faible générique. D'ailleurs là, à chaud, j'ai pas de proposition. Guillaume, estimation de ses chances, je lui donne 13%, soit parmi les favoris. Peut-être bien le personnage le plus intéressant de cette saison. Gros profil de gagnant, survie, c'est coché, épreuve, c'est coché, le social, c'est coché, stratégie bleue basée sur le mérite, c'est coché. Donc finalement, c'est vrai, ce qu'il disait à l'épisode 1, le gars n'a pas de défaut en fait. Il est peut-être bien de sous-type social, il est à fond dans le collectif. Il a un binôme a priori très solide avec Hugo et il est immunisé par le fait que côté rouge, ceux qui ont le plus d'influence, à savoir Johan surtout, bah, ils ont une mentalité bleue pro-mérite qui du coup ne visera pas Guillaume. Donc on résume, il ne sera pas visé par les jaunes, bien aimé, et il sera utile dans un premier temps de façon numériquement, ni par les rouges. Ça veut dire que le danger principal pour lui serait une stratégie d'un solitaire qui l'élimine par collier ou duel de riposte. Ou alors soit sinon au destin lié, en tombant sur un mauvais tirage au sort. Niveau personnalité, Guillaume est hyper cérébral. Et je trouve que c'est assez rare dans koh d'avoir un aventurier qui est autant attiré par le côté survie, par la survie, le fait d'être dans la pêche, la chasse, tout ça, et d'être à ce point-là cérébral. Généralement, les survivalistes, bah, c'est des gars comme Raphaël du Panama, Claude ou même Teyura. Voilà. Guillaume, il n'est pas exactement, il a pas le même type de personnalité que ces gars-là. Et Guillaume, il adore la précision. Quelques exemples. On a déjà exploré 90% de l'île. Alors bon, là, vous allez me dire, c'est pas la précision en tant que telle, mais le verbatim dénote l'envie de l'être par le nombre. Il cite des nombres. On va voir qu'il cite souvent des nombres. À l'épisode 2, entre Nora et Clémence, il y a 2 chances sur 7 pour que soit elle aille sur l'équipe d'en face, soit elle fasse un duel. À l'épisode 3, on a des bons sangliers dans l'équipe, donc moi, 90 kg, Hugo, 100 kg, on a Ulrich qui doit être dans les environs. Donc sur 5 gars, ça fait 3 qui sont au-dessus de la barre des 90. Alors vous ne trouvez pas pour l'instant qu'il y a beaucoup de chiffres à chaque fois qu'il parle? Ensuite, il adore la qualité d'observation et de réflexion. Il y a un débat intéressant sur la construction du radeau entre lui et Nora. C'est totalement ridicule comme idée, ça la décrédibilise totalement. Jamais de notre vie, on a vu une pirogue avec une seule liaison, ça n'existe pas, dit-il. Donc il évalue les idées de Nora de manière logique et critique son manque de connaissances. Alors du coup, ils ont dû ajuster le radeau en mettant un flotteur à l'intérieur. Ce n'est finalement pas un choix stratégique, c'est une erreur de conception, selon ses mots, très cérébral comme description. À l'épisode 5, lors des épreuves, Jonathan a une analyse très fine de ce qu'on peut réaliser. Nora, c'est souvent un casse-tête de collaborer avec elle. Contrairement à Nora, il estime Joe pour ses qualités de lucidité et perspicacité d'esprit. L'apport intellectuel est tout aussi important que l'apport physique ou matériel. En plus, regardez bien l'expression qu'il utilise sur Nora, c'est un casse-tête de collaborer avec elle. La difficulté est recentrée sur un problème mental. Un casse-tête, c'est cérébral comme jeu. Donc il assimile le problème relationnel avec Nora comme un jeu mental difficile. Dans son portrait, il nous dit « Je suis curieux de tout, j'ai envie de tout essayer. Je vais à fond sur chacune des activités que je découvre. J'espère faire partager les savoir-faire que j'ai, d'être sur le camp une ressource fiable. » En bref, il est beaucoup dans la description et l'explication. À chaque fois qu'il parle à la caméra, il résume mentalement la situation. Je trouve qu'il y a du détachement dans son analyse. Et en plus du détachement, vous savez, la précision, c'est une des 2 orientations de l'énéatype 5. Alors ça fait rêver tout ça, hein. On aurait un énéatype 5 dans koh cette saison? Je ne suis pas certain et je ne pense pas, pour 2 raisons. Mais d'abord, voyons, j'en profite pour faire les différences théoriques 5-6. L'indépendance versus le rattachement à un groupe, orange versus bleu, un mental constant versus un mental qui bascule, et le fait d'être rarement conscient de sa peur chez l'énéatype 5 versus le fait d'être
très conscients d'avoir peur chez les néatypes 6. Donc si je les reprends un par un, le 5 est quelqu'un de très indépendant. Mentalement, il se fait ses propres avis facilement. Il suffit de déceler la logique derrière les phénomènes. C'est justement à ça qu'il passe la plupart de son temps, les néatypes 5. Alors que le 6 aime avoir des données ou au moins des confirmations qui lui viennent de l'extérieur, d'autorités compétentes. Enfin, selon lui. Il aime les hiérarchies et l'accompagnement. Ensuite, donc le 5 a une appétence claire pour la stratégie. Ça fait partie des types les plus amoureux de la stratégie, avec le 3 et le 7. C'est le triptyque malsain, ça. 3, 5, 7. C'est eux les gros stratèges, là, le gang des méchants. Là. Vous savez, les gens qui aiment la jouer solo, là, pour avoir leurs bénéfices, là. C'est les 3, 5, 7, là. Et un peu les 8 aussi. Alors que le 6, non, ça reste un cérébral, mais ce n'est pas un individualiste. En tout cas, moins que le 5. Il aime les stratégies d'équipe. Le 6 a des moments où le centre mental est réprimé et où il va perdre ses facultés de réflexion. C'est jamais le cas de l'énéatype 5. Et enfin, dernière différence que j'ai citée, le 5 a rarement conscience de sa peur. C'est un peu l'équivalent de l'énéatype 9 avec sa colère. Le 5 est un mental, donc il a une problématique autour de la peur, c'est une émotion très présente dans sa personnalité, sauf que lui se coupe de ça. Donc, il en a assez peu conscience, à l'inverse du 6, qui sait très bien que c'est un peureux. Tout ce que j'ai dit sur Guillaume défend un centre mental préféré vers l'extérieur, ok, c'est absolument indéniable. Or, ce centre est préféré chez le 5, mais chez le 6 également. Et niveau passion et fixation, je donnerai l'avantage au mécanisme de l'énéatype 6, avec deux exemples qu'on a de peur et de doute. À l'épisode 3, ça me rassure d'un côté d'avoir le kit de chasse sous-marine. C'est hyper bizarre comme formulation, non? Pourquoi ça le rassure? Il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Et ensuite, à l'épisode 7, quand il dit Paul est très protecteur avec Jonathan, je sais pas d'où ça vient, si Jonathan lui a promis de lui laisser un collier ou quelque chose, mais c'est bizarre, c'en est maladif. Ça, c'était la première chose. Autre raison, Guillaume s'est bien trouvé avec Hugo et avec du coup une certaine distance vis-à-vis des stratégies. On a des réflexions stratégiques basées sur le mérite global de l'apport de tout un chacun. Et voilà, mais c'est pas des stratégies fortes de très long terme, d'individualisme. Et en plus, il est vraiment très équipe. Hein. Qu'est-ce que j'apporte à l'équipe? Qu'est-ce qu'apporte machin ou bidule à l'équipe? Il pense tout le temps à ça. En bref, il représente tout à fait le sous-type social de l'énéatype 6 qui s'appelle devoir. Je suis rempli de qualités de par mon vécu. Je joue mon rôle à fond dans l'équipe avec, comme il le dit si bien, le désir d'être une ressource fiable. Et là, vous ne pouvez pas faire plus énéatype 6 que de dire ça. Néanmoins, profitons-en, soulignons son L5, a priori bien appuyé, très rare dans koh. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'exemples d'énéatype 6 à L7. Mais du coup, c'est bien d'avoir un 6 à L5 là. C'est rafraîchissant d'avoir on va dire, un presque énéatype 5 dans le jeu. Ça change, c'est bien. On va passer à Cindy qui a pour moi 0% de chance de gagner koh cette saison, Drawing Dead. On va passer maintenant à Cindy qui est pour moi Drawing Dead. Hein. Je vais pas lui mettre ne serait-ce qu'1%. Je pense pas qu'elle va gagner koh. Très pessimiste. Quand on fait presque 20 jours, 24 heures sur 24 en équipe et qu'on n'a pas tissé d'alliance, c'est mauvais signe. J'ai l'impression qu'on peut tourner la saison dans tous les sens. À part remporter plein d'épreuves, elle aura jamais un profil de gagnant. Et justement, j'ai du mal à l'imaginer gagner plein d'épreuves. En plus, elle hésite à trahir les rouges. Ça va pas arranger ses relations. Donc, seul scénario positif pour elle, être électron libre jusqu'en finale et gagner l'orientation et gagner les poteaux. Et même là, je sais pas si elle peut gagner koh. Niveau sous-type, elle dégage un côté me faites pas chier, plutôt agressif donc, un sous-type sexuel. Je fais du sport depuis toute jeune, il faut que ça bouge. À koh, je suis venu prouver qu'une femme peut faire aussi bien qu'un homme. J'ai un gros côté girl power. Les femmes, les femmes, les femmes à fond. C'est bizarre, j'ai une sensation de déjà vu là. C'était pas le discours de Gaël de l'année dernière?
À l'épisode 3, au conseil, je suis déçu de Clarisse par son manque d'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tu retournes ta veste, alors il n'y a pas de souci, tu retournes ta veste. Mais au moins, tu dis que tu es honnête. Viens me le dire, c'est tout. Bon, elle n'est pas contre Orange, mais il faut que ce soit fait avec une bonne dose de bleu. Alors par contre, ça a clairement ses limites hein, de penser comme ça. Le manque de discrétion va fatalement réduire de beaucoup l'efficacité d'une stratégie. Souvent, c'est pour cette raison qu'il y a des blindsides surprenants au conseil. C'est pas par pur plaisir sadique de faire la surprise. C'est juste pour que la stratégie fonctionne. Couper la vraie info, c'est couper une stratégie de contre-attaque. Franchement, pas besoin d'avoir fait bac plus 14 pour comprendre ça quand même, hein. Donc là, reprocher à Clarisse de ne pas officialiser avant le conseil sa position, c'est un peu fort de café. Enfin, c'est très bleu, quoi. Voilà, enfin, c'est très bleu. On va continuer sur quelques citations. Si on commence à aller à gauche, à droite, à mettre de l'énergie là où il n'y en a pas besoin, j'ai peur que demain, ça puisse nous faire perdre des forces. Cet après-midi, il faut y aller mollo. Donc dans son portrait plus haut, elle nous disait faut que ça bouge. Bah, a priori, pas à tout prix. Faut se reposer là, sinon elle a peur. Et à l'épisode d'après, c'est bien de voir des nouvelles têtes, mais c'est vrai que ça fait aussi peur, parce que quand on voit les deux équipes en train de parler ensemble, on se dit qu'en fait, tout peut changer. Les affinités peuvent changer, et ouais, c'est perturbant. Je pense que c'est le moment où c'est le plus stratégique dans l'aventure, et qu'il faut bien placer ses pions. Ils me gardent parce que c'est à leur avantage. On aurait perdu une immunité, j'aurais été la première sur la sellette, en fait. Alors, elle voit des gens discuter, et elle a peur. Alors que, justement, quand on est marginalisé dans son équipe, au contraire, peur de quoi? Peur de ce qui peut nous sauver? Parce que ça peut la sauver. L'arrivée des jaunes, c'est son salut. Vu ce qu'elle dit, elle était mal barrée dans son équipe, hein. Et en plus, dernier exemple, elle hésite donc entre rester chez les rouges et franchir le Rubicon. Exemple de plus de doute. Donc, vu la peur, le doute, l'attitude rebelle de force avec un visage bien belliqueux, on aurait une énéatype 6 sexuelle qui s'appelle force et beauté. Ce sont les 6 les plus individualistes que les autres, avec un rattachement à l'extérieur plus compliqué à déchiffrer quand on ne les connaît pas. Elle n'est pas 8, il n'y a pas d'excès apparent. J'ai pensé vaguement au 4, mais blocage au niveau de la hiérarchie des centres, elle semble réprimer le centre émotionnel, hein. Alors si c'est bien une 6, c'est génial d'observer la différence avec Guillaume. Deux personnalités bien différentes qui partagent pourtant le même énéatype. Il y a plusieurs choses qui font varier le truc, bien sûr, mais le sous-type. Le sous-type change beaucoup de choses. Déjà, rien que ça change bien les choses. On va passer à Hugo, qui pour moi a 7% de chances de gagner koh. Hugo a de bonnes chances de faire un long parcours. C'est comme on va dire un sous-Guillaume. Vous voyez, les mêmes qualités avec un profil de gagnant qui est moins prononcé. Au niveau du sous-type, je sais pas, je dirais conservation par défaut. Hugo, il a un tempo lent quand il parle et il fait des débriefs qui se terminent en conclusion neutre. C'est-à-dire, j'ai la vision des avantages de telle position, sauf que j'ai également la vision des avantages de l'autre camp. Donc je ne tranche pas, je ne sais pas, et on verra. Regardez par exemple, sur la construction des radeaux à l'épisode 3. C'est vrai que le poids de l'équipe était assez relevé par rapport au petit gabarit qu'il y a chez les rouges, donc c'est avantage-inconvénient. J'ai la sensation qu'on a plus de bras, donc pour ramer ce sera mieux, mais on a plus de poids. On verra demain. J'ai aussi une explication sur l'étourderie de l'épreuve de confort épisode 5. Alors vous savez, quand il a des sacs à poser sur deux zones, il a la balle de match, Hugo. Il zappe la première zone et ça fait capoter la victoire. En vrai, il absorbe ce que Guillaume lui dit au passage de relais. Vas-y, vas-y, c'est pour toi, c'est la victoire. Tu places tout au fond à droite. Donc voilà, la paresse mentale. Il a dit ça, je fais ça. Alors vous allez me dire, mais Paul, il a fait la même. Pourtant, c'est pas un aîné à type 9. Et oui, mais bon, pour un même comportement, il y a différentes explications possibles. On peut parler de précipitation de l'aîné à type 3, de manque de concentration de l'aîné à type 7. En tout cas, lui, on ne lui a pas donné de consigne à Paul. Donc là où on ne connaît pas pour Hugo finalement l'impact qu'a eu l'influence de Guillaume. Bref,
Épisode 6, Hugo nous dit: «Moi, en termes de valeurs, je prône l'équipe sportive et l'équipe forte avant tout. J'ai pas envie de leur mettre à l'envers, aux filles. J'ai tendance à rapprocher tout ce qu'on a dit d'un aîné à type 9, voilà. Pour Hugo, de toute façon, s'il est pas 9, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être ailleurs. Attention principalement à ne pas être trop passif, hein, s'il y a pas de victoire en épreuve. Et puis, entre nous, faire des concours pour manger le plus de moules possible, ça ressemble quand même vachement bien à un aîné à type 9 de sous-type conservation. Me semble-t-il qu'on a dit tout le monde, sauf une. Il en reste une, et il s'agit de Cynthia. 5% de chance de gagner koh. Dans l'absolu, Cynthia correspond à un petit profil de gagnant. Cependant, dans cette saison, j'ai l'impression qu'il y en a plein de profils de gagnants. Donc elle passe un peu derrière. Clairement, avec 14 aventuriers, là, elle sortira pas du lot dans un premier temps. Bon, le mieux, c'est d'accepter la situation, laisser passer quelques conseils, faire des bons choix et des bonnes perfs en fin d'aventure, en espérant que quelques profils de gagnants se perdent en chemin. Je ne sais pas dire si elle est de sous-type conservation ou plutôt social. Ce qui est sûr, c'est que son accent est sublime. Donc, c'est ma préférée, je suis à fond pour elle. Épisode 4. C'est vraiment une victoire d'équipe parce qu'ils ont écouté à merveille. Je ne suis pas une personne qui ait beaucoup de confiance en soi. Il faut que je me prouve les choses petit à petit dans la vie. J'aime le côté challenge sportif. Ils m'ont fait confiance et au final, ça m'a porté. À l'épisode 6, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. C'est louche, hein. Elle parle de la non-élimination de Jonathan à ce moment-là. Paul, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, c'est le feeling. On reste méfiante que les garçons fassent sauter les filles une par une. Et à la tête de ça, on voit bien Paul. Alors, fin d'épisode, elle est en balance avec Jo pour l'élimination et elle dit: je suis un peu sans armes en fait. C'est très compliqué là. Et au conseil, quand on se met en avant, on se met en danger derrière. Briller, c'est pas mon fort. Je veux pas m'imposer. Je sais pas me mettre en avant. Je me rends compte que je suis toujours le même parcours en fait. Je reste discrète, j'écoute. Bon, pour moi, c'est une 9, hein. Elle est dans le triangle. Certains éléments pointent vers le type 6. Personnellement, je suis surtout marqué par le je suis un peu sans armes en fait. C'est très compliqué là. C'est une phrase de résigné, on est d'accord, hein. Comparé avec Jade. Jade, elle a jamais dit ça, hein. Elle est dans la même situation et Jade, elle a dit au contraire, ça va pas se passer comme ça, voilà, des trucs de rebelle, quoi. Donc trop discrète, besoin d'être portée pour se révéler. Ça s'inscrit bien dans le tableau de l'ego d'un aîné à type 9. Attention à la passivité pour la suite de l'aventure, c'est la même chose qu'Hugo. Voilà, voilou, le récap. Le récap est là. Parmi les favoris pour moi, Caroline, Daniel, Guillaume, Antonin, voilà. Surtout Caroline, Daniel, Guillaume, puis après petit à petit les autres. Voilà. Merci à tous, au plaisir si commentaire il y a, et à la prochaine. Matane.